Que se passe-t-il lorsqu'une 100 000 soldats se retrouvent subitement sans nourriture, sans carburant et incapables de lancer le moindre obus? Que se passe-t-il lorsque le groupe d'armées le plus puissant que la Russie ait rassemblé depuis le commencement du conflit se voit étranglé, non pas par des chars ennemis, mais par des machines silencieuses planant dans le ciel? La réponse se déroule en ce moment même dans l'est de l'Ukraine, et elle est bien plus catastrophique pour Moscou que ce que quiconque avait pu imaginer. Si vous êtes ici pour ce type d'analyse militaire approfondie, faites un petit geste. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et partagez ce récit avec ceux qui souhaitent vraiment comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Cela ne prend que 2 secondes, mais cela aide la chaîne à toucher un public plus large. Passons aux faits. Depuis le déclenchement du conflit, la Russie a nourri une obsession unique dans l'Est, s'emparer d'une ceinture fortifiée qu'elle considérait comme la clé de la victoire totale. Cette zone défensive massive, connue sous le nom de ceinture fortifiée, s'articule autour des villes de Sloviane, Kramatorsk, Konstantinivka et Drogeka. Ces 4 cités forment un quadrilatère, un rectangle de bastions urbains reliés par des lignes fortifiées, des avantages de terrain naturels et des positions défensives profondes que l'Ukraine prépare depuis des années. L'Institut d'études de la guerre a à plusieurs reprises identifié cette région comme le cœur des ambitions stratégiques de la Russie. Si Moscou parvenait à percer la ceinture fortifiée, il briserait l'épine dorsale défensive ukrainienne à Donetsk. Telle a toujours été la théorie. Ainsi, au début de l'année, la Russie a mobilisé toutes ses forces. 3 immenses groupes d'armées furent positionnés autour de la ceinture. Le groupe du Sud, le groupe du Centre et le groupe de l'Ouest. L'analyste militaire français, Clément Mullen, a documenté en détail cet accaparement. 18 brigades, 8 divisions complètes, soit une force estimée à plus d'une 100 000 soldats, en incluant les pertes et les rotations. L'armée combinée de la 20e garde constituait l'épine dorsale, destinée à percer le centre. L'armée de chars de la première garde, légendaire dans l'histoire militaire russe, était placée pour avancer vers Pukhovsk et briser les lignes ukrainiennes avec une puissance blindée brute. La division de motricité de la 42e garde était prête à lancer une vague humaine massive directement sur Konstantinivka. Les médias d'État russes étaient euphoriques. Les propagandistes à la télévision déclaraient déjà que la ceinture fortifiée tomberait en quelques semaines. Les généraux à Moscou auraient assuré à Vladimir Poutine que ce serait le coup décisif. Le volume d'hommes et de machines concentrés dans cette zone était vertigineux. Sur le papier, cela semblait inarrêtable. Mais le papier ne se bat pas, et Kiev observait chaque mouvement. Tandis que la Russie affichait bruyamment son immense force, l'Ukraine tissait silencieusement un piège. Les militaires ukrainiens avaient compris une vérité cruciale. Ils n'avaient pas besoin d'égaler le nombre de Russes, ils devaient simplement surpasser leur structure par l'intelligence. Au cœur de cette contre-stratégie se trouvait le premier corps d'Azov. Azov est un nom chargé d'importance dans ce conflit. Né dans les feux de Mariupol, forgé dans les combats urbains les plus brutaux de l'histoire moderne, la brigade Azov était devenue le symbole de la résistance ukrainienne. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Azov a évolué. Ce n'est plus seulement une unité reconnue pour le combat de rue et les dernières lignes de résistance. Elle s'est transformée en l'une des formations les plus avancées technologiquement de toute l'armée ukrainienne. Et dans la ceinture fortifiée, cette transformation est devenue le facteur décisif. Voici comment le piège a fonctionné. En surface, l'Ukraine a déployé ses brigades mécanisées et ses unités d'infanterie le long des lignes de front. Ces unités ont érigé des positions défensives solides, posé des champs de mines et se sont préparées à absorber l'assaut russe. Elles constituaient le mur visible. Mais derrière ce mur, plus profondément dans la ceinture, Azov fonctionnait comme quelque chose de totalement différent. Elle était devenue un réseau invisible, une force de frappe numérique que les Russes ne pouvaient ni voir, ni anticiper, ni arrêter. Dans des bunkers souterrains, cachés à plusieurs kilomètres des lignes de front, les opérateurs d'Azov dirigeaient la guerre comme un centre de commandement haute technologie. Des cartes numériques affichaient les données du champ de bataille en temps réel. Des ingénieurs en logiciel travaillaient côte à côte avec les pilotes de drones,
mettant constamment à jour des systèmes cryptés pour contrer les fréquences de guerre électronique russes qui changeaient chaque jour. Ce n'était pas un combat traditionnel, c'était une nouvelle forme de guerre où l'arme la plus redoutable n'était pas un char ou un obus d'artillerie, mais un ordinateur relié à un essaim de machines dans le ciel. Et les machines elles-mêmes étaient remarquables. Le joyau de l'arsenal d'Azov était le drone Hornet Kamikaze. Équipé d'une reconnaissance de cible par intelligence artificielle, le Hornet possède une portée de 160 km. Intégrés au système satellite Starlink, ces drones pouvaient naviguer à travers les plus lourdes interférences électroniques russes sans perdre le signal. Ils employaient des tactiques de munitions de stationnement, ce qui signifie qu'ils pouvaient planer dans les airs pendant des heures, tournoyant patiemment, attendant le moment idéal pour frapper. Les systèmes d'intelligence artificielle à bord pouvaient identifier les véhicules dissimulés sous des filets de camouflage en lisant leur signature thermique. Lorsqu'un Hornet verrouillait une cible, par exemple le bloc moteur d'un camion-citerne de carburant ou la caisse de marchandises d'un camion d'ammunition, le résultat était dévastateur. Un seul tir sur un véhicule d'ammunition pouvait déclencher une réaction en chaîne qui anéantissait une entière convoi en quelques secondes. Cependant, le génie de la stratégie d'Azov ne résidait pas seulement dans la technologie. Il résidait dans le choix des cibles. Il ne visait pas les soldats russes en première ligne. Il visait quelque chose de bien plus précieux, la ligne de vie. La doctrine militaire russe, enracinée dans la pensée soviétique, repose sur un système logistique massif. Les munitions, le carburant, la nourriture et les fournitures médicales sont rassemblées dans d'immenses hubs au fond de l'arrière, puis transportées vers l'avant par voie ferroviaire. Mais les voies ferrées ne peuvent atteindre que jusqu'à 30 km avant les lignes de front. Tout doit alors être chargé sur des camions, spécifiquement des camions sans blindage. Ces camions sont des cibles molles. Ils n'ont ni blindage, ni défense aérienne, ni contre-mesure. Et ils doivent emprunter des routes prévisibles à travers des couloirs étroits. Cette zone de 30 km était la zone de mise à mort, et Azov la contrôlait entièrement. Le long des axes de Yampil, Stavkei et Siver, chaque route, chaque intersection, chaque pont était devenu un terrain de chasse. Les drones d'Azov patrouillaient ces itinéraires jour et nuit. Les conducteurs de camions russes étaient contraints de voyager dans l'obscurité totale, les phares éteints, espérant passer inaperçus. Mais les drones d'Azov étaient équipés de vision nocturne et d'imagerie thermique. L'obscurité n'offrait aucune protection. Les camions détruits bloquaient les routes, créant des goulots d'étranglement qui emprisonnaient les véhicules derrière eux. De nombreux conducteurs russes abandonnaient simplement leurs camions et s'enfuyaient à pied dans les forêts. Les convois qui tentaient quand même de percer les lignes étaient accueillis par des boules de feu qui tombaient du ciel. Imaginez ce que cela représente. Un soldat retranché dans une tranchée peut supporter le feu ennemi, les bombardements, la peur, mais il ne peut pas survivre à la faim. Sans munitions, il ne peut pas combattre. Sans fourniture médicale, il ne peut pas se soigner. Quand la colonne vive est coupée, la plus grande armée du monde se transforme en une bande d'hommes affamés, désespérés, couchés dans des trous dans le sol. C'est exactement ce qui s'est produit le long de la ceinture fortifiée. Le premier corps à ressentir pleinement la force de cette stratégie fut le premier corps d'armée d'Eysk. Au printemps, Azov a lancé des attaques coordonnées de nuées de drones sur la route circulaire de Deysk, l'artère principale qui alimentait tout le corps en ravitaillement. Les voies autour de Zits-Andreyka et de Starivka sont devenues, selon certains soldats ukrainiens, un musée en plein air de véhicules logistiques russes anéantis. Des camions calcinés bordaient les routes. Les expéditions de munitions se sont arrêtées. Les rotations de troupes ont été annulées. Le premier corps d'armée d'Eysk, jadis redouté, ne pouvait plus avancer. Les soldats sont restés dans leurs tranchées pendant plusieurs jours, sans nourriture, sans munitions fraîches, sans évacuation médicale pour leurs blessés. Le moral n'a pas seulement baissé, il s'est effondré. Des communications interceptées montraient des soldats russes implorant leurs commandants d'obtenir des fournitures qui ne venaient jamais. Certaines unités ont connu des ruptures psychologiques. La peur ne venait pas des balles ukrainiennes, mais de la lente prise de conscience que leur propre commandement avait perdu la capacité de les soutenir. Ils n'étaient pas vaincus sur le champ de bataille,
ils étaient étouffés. Le même schéma s'est répété sur chaque axe de l'offensive russe. Dans le secteur de Bryansk, la première armée blindée de la garde avait lancé ses moteurs pour une poussée massive de chars. Il s'agissait des chars d'élite russes, y compris des T-90 modernisés, destinés à percer les lignes ukrainiennes avec une force écrasante. Mais les assauts des drones d'Azov ont anéanti les convois de carburant situés à plusieurs kilomètres derrière le front. Sans carburant, les chars de plusieurs tonnes sont devenus des caisses d'acier immobiles, enlacées dans la boue. Les routes désignées T-05, 09 et M14 sont devenues des couloirs suicidaires. Chaque kilomètre était surveillé, chaque pont était la cible. Les commandants russes ont dû sacrifier des dizaines de soldats et de véhicules simplement pour livrer un seul chargement de carburant au front. L'offensive sur l'axe Kursk, censée être la pointe de toute la campagne estivale, s'est enlisée pendant plusieurs semaines. Plus au nord, le même drame s'est répété. La 3e division de motricité russe, sur l'axe Severskoursk, a manqué de ravitaillement et n'a pu avancer d'un seul mètre. L'armée combinée des gardes, à la 20e position, approchant de la direction de Liman vers Slovian, s'est retrouvée dans le même piège. La Russie a tenté de compenser en lançant 800 frappes aériennes à travers la région durant le mois de mai. Mais les frappes aériennes seules ne peuvent pas conquérir le terrain. Il faut des troupes au sol qui avancent, et ces troupes ont besoin de munitions, de carburant et de nourriture. Rien de tout cela n'arrivait. La 42e division de la garde, avec ses régiments 61 et 291, s'est retrouvée prise au piège d'un cercle de destruction parfait. Depuis l'avant, il se heurtait aux lignes défensives fortifiées de l'Ukraine. Depuis l'arrière, les drones d'Azov déchiraient chaque convoi de ravitaillement qui tentait de les atteindre. Coincées entre ces deux feux, ces unités ont subi des pertes catastrophiques et ont été entraînées dans une paralysie tactique totale. Ensuite, Azov a visé quelque chose de encore plus crucial, les nœuds de communication. Les postes de commandement mobiles russes, les stations de relais de signaux et les brouilleurs de guerre électroniques sont devenus des cibles prioritaires. Lorsque ces installations ont été anéanties, les officiers russes ont perdu la capacité de communiquer avec leurs unités sur le terrain. Les ordres ne pouvaient plus être transmis, la coordination entre les différents régiments est tombée à zéro. Les batteries d'artillerie, incapables de recevoir des données de ciblage, tiraient à l'aveugle ou ne tiraient pas du tout. L'offensive russe, censée être une stratégie grandiose coordonnée impliquant plus d'une centaine de mille soldats, s'est désagrégée en poches isolées d'hommes confus, sans chef, qui luttaient à tâtons pour survivre. Ce n'était pas un accident, c'était la stratégie. Azov et les forces ukrainiennes avaient étudié la doctrine russe et identifié sa faiblesse mortelle. L'armée russe repose sur un commandement centralisé. Détruire le réseau de communication ne perturbe pas seulement les opérations, cela paralyse l'ensemble de l'organisme. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il y avait déjà un avant-premier de cette approche. Au mois de février, Azov a mené une opération de nettoyage dans la zone forestière de Zelot-Kodias, qui a duré 21 jours. Azov a combiné des frappes de drones à la première personne avec des tactiques d'infanterie coordonnées, écrasant la résistance russe de l'intérieur. 18 soldats russes, acculés au cœur de la forêt, incapables de lever la tête à cause des drones bourdonnant constamment au-dessus d'eux, ont fini par épuiser leurs munitions et leur nourriture. Affamés et épuisés, ils ont levé des drapeaux blancs et se sont rendus. Ce fut une petite opération, mais elle a constitué une répétition parfaite, à petite échelle, de la stratégie exacte appliquée aujourd'hui à grande échelle sur toute la ceinture fortifiée. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La supériorité numérique de la Russie, sa concentration massive d'hommes et de blindés, a été rendue largement insignifiante. La ceinture fortifiée, que Moscou croyait être la porte de la victoire, est devenue un trou noir engloutissant la puissance de combat russe. Les unités d'élite se dissolvent. Les chars restent abandonnés dans la boue. Les soldats reculent sans ordre parce qu'il n'y a aucun ordre à donner. Et cela nous conduit à la vérité plus profonde de ce que nous sommes en train d'observer. Cette guerre a démontré ce que les théoriciens militaires débattent depuis des décennies. Les seuls effectifs ne décident pas des conflits modernes.
Les tactiques de l'ère industrielle, qui consistent à masser d'immenses armées et à les pousser en avant par des offensives de force brute, ne peuvent plus survivre face à une défense technologique adaptative guidée par l'intelligence. La Russie a transporté une armée du XXe siècle sur un champ de bataille du XXIe siècle, et le prix en a été dévastateur. Avant d'aborder ce qui attend la Russie, je souhaite m'adresser directement à vous. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous êtes clairement quelqu'un qui cherche à comprendre les véritables dynamiques de ce conflit. Dans un monde saturé de prises de position superficielles et de gros titres sensationnels, l'analyse authentique se fait rare. Partagez donc ce récit, envoyez-le à un ami, diffusez-le dans un groupe ou publiez-le sur vos réseaux sociaux. Construisons une communauté qui privilégie la profondeur au bruit. Passons maintenant aux défis qui se dressent devant Moscou. Les options du Kremlin se rétrécissent et sont douloureuses. Dans une réaction paniquée, le commandement russe a retiré les systèmes de guerre électronique du front pour les redéployer à l'arrière, afin de protéger les voies d'approvisionnement des attaques de drones. Ce choix a créé un compromis catastrophique. Sans la couverture de guerre électronique en première ligne, l'infanterie russe s'est retrouvée totalement exposée aux drones ukrainiens à vue, à la première personne. Des soldats déjà affamés et à court de munitions se sont retrouvés sans aucune protection contre les essaims de petits drones qui les harcelaient dans leurs propres tranchées. Ce fut une décision perdante, révélant à quel point la stratégie d'Azov avait perturbé l'ensemble du cadre opérationnel russe. Les estimations suggèrent que la Russie a subi bien plus d'1 million de pertes totales depuis le début du conflit. Remplacer ces pertes devient de plus en plus difficile. Le recrutement ralentit, la qualité des nouveaux soldats diminue et les pertes d'équipements, chars, véhicules blindés, systèmes d'artillerie, plateformes de guerre électronique, se font plus ardues à compenser à mesure que les sanctions affaiblissent la capacité industrielle du pays. Poutine conserve néanmoins une puissance militaire importante. Les frappes de missiles et de drones russes continuent de toucher les villes ukrainiennes, dont Kiev, avec une brutalité régulière. Ces attaques visent les infrastructures civiles et provoquent d'immenses souffrances, mais elles n'altèrent pas la situation sur le terrain. Elles n'aident pas les 100 000 soldats coincés dans la ceinture fortifiée, dont les lignes d'approvisionnement sont coupées et les communications rompues. L'Ukraine, quant à elle, a démontré quelque chose de remarquable. À travers de petites opérations précises et technologiquement sophistiquées, elle a trouvé le moyen de neutraliser une force plusieurs fois supérieure en nombre. La ceinture fortifiée est devenue un exemple type de la manière dont la guerre asymétrique peut vaincre la masse conventionnelle. Le premier corps d'Azov, sans libérer directement une seule ville ou village, a laissé son empreinte invisible sur chaque succès ukrainien dans la région. En détruisant la capacité de la Russie à soutenir ses forces, Azov a accompli quelque chose de plus puissant que la victoire d'une seule bataille. Il a changé les mathématiques de l'ensemble de la guerre. La question qui plane maintenant sur ce conflit est énorme. Que fait la Russie avec les 100 000 soldats dont les lignes de vie ont été coupées? Le Kremlin accepte-t-il la réalité technologique et ordonne-t-il une retraite afin de sauver ce qui reste de ses forces? Ou bien Poutine, poussé par la fierté politique et l'incapacité à accepter l'échec, les laisse en place, alimentant davantage d'hommes et de machines dans un piège écrasant qui consomme tout ce qu'il touche. L'histoire montre que les dirigeants autoritaires choisissent rarement la retraite. Ils redoublent d'efforts, intensifient, sacrifient des armées plutôt que d'admettre la défaite. Et si ce schéma se confirme, la ceinture fortifiée pourrait devenir non seulement un désastre militaire pour la Russie, mais une catastrophe déterminante de l'ensemble de la guerre. Le monde observe. Le plus grand siège blindé de l'histoire moderne se démantèle. Non pas par une armée supérieure, mais par des machines silencieuses dans le ciel, guidées par des opérateurs brillants dans des bunkers souterrains, exécutant une stratégie qui a réécrit les règles de la guerre. Quoi qu'il advienne ensuite dans la ceinture fortifiée, cela façonnera non seulement cette guerre, mais aussi la façon dont chaque armée sur Terre concevra le combat pendant des décennies. Et c'est une histoire qui mérite toute notre attention.